Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et de l'Institut français de géopolitique, Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la fondation Terra Nova. Notre prochaine émission en public à l'école alsacienne aura lieu le dimanche 13 octobre. Vous pouvez déjà vous inscrire sur notre site et d'ailleurs, c'est ce que vous faites. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, intitulé cette semaine qui s'intéresse cette semaine aux nouveaux prolétaires du web, c'est-à-dire aussi bien aux livreurs à vélo qui se sont récemment mis en grève qu'aux petites mains invisibles du numérique que vous découvrirez comme moi et qui assurent le fonctionnement quotidien de Amazon, de Spotify, de Google, et dont Sandrine Rigaud fait découvrir les conditions de travail à la fois dans le 1 et dans un documentaire diffusé par Cache Investigation, le magazine de France 2, partenaire de notre partenaire pour ce numéro. Je signale aussi un contre-pied de Jean Viard qui montre que la sociologie peut s'épanouir autrement que dans l'indignation, indignation 7 sur l'échelle de Hessel, comme dit André Perrin, dans le livre que j'ai signalé la semaine dernière. Nous vivons de vos contributions qui peuvent désormais être défiscalisées à hauteur de 66%. Un généreux donateur m'a suggéré qu'il aurait peut-être été encore plus généreux si j'avais été plus explicite quant à l'utilité de ces donations et si je n'avais pas seulement dit qu'une contribution mensuelle de 30 € ne vous en coûtera que 10 après défiscalisation. Eh bien, le prochain usage que nous comptons faire de votre soutien est de faire connaître, grâce à toute forme de publicité adaptée, mais aussi au recours à des spécialistes de la recherche d'abonnés, de faire connaître notre podcast, parce que nous sommes tous frappés, Jean-Louis Bourlange ici présent et tous les autres pourraient le dire aussi bien que moi, par le nombre de gens que nous rencontrons constamment, incessamment, et qui nous disent « Ah, je vous ai redécouvert », ou au contraire qui nous disent « Mais pourquoi est-ce que vous avez arrêté cette émission ?» Et notre second objectif, c'est de réaliser hors de Paris des émissions en direct et en public, comme nous en faisons actuellement à l'école alsacienne. Bref, notre objectif général est de passer de l'âge du bricolage héroïque à l'âge de l'artisanat. Nous allons remercier celles et ceux d'entre vous qui contribuent à la poursuite de notre activité et qui nous encouragent de manière tonique. Et pour ma part, je remercie Alexandre Mariani, Patrick Bois, Gabriel Labouras, Karen Mercier et Bernard Linet. Michaela Wiegel. Mes remerciements au nom du Nouvel Esprit Public vont vers Michel Niquez, François Martzloff, Anne Sant'Agostini, François Dugois et Béatrice Poisson. Lionel Zinsou. Toute notre gratitude à Anna Urvic, Philippe Grandjean, Marie-Laure Hermé, Daniel Vanier et Alain Burlereau. Béatrice Gibelin. À moi de remercier Marie-Laure Daridan, Aline Fillette, Rémi Mertz, Laurent Ben Saïd et François Corbier. Et Jean-Louis Bourlange. Quant à moi, j'exprime nos remerciements à Jean-Marc Cotin, à Jeanne Onimal, à Cécile Malandrin, à Cyril Sautron et à Charles Magnier. Merci à elles, merci à eux, merci à celles et ceux qui rejoindront leur cohorte. Avant d'examiner certains éléments de l'actualité de la semaine, comme je le disais tout à l'heure, je vous propose que nous disions un mot de Jacques Chirac, disparu jeudi dernier. Personnellement, je commencerai en citant Alexandre Vialat, qui après l'inauguration du buste de son ami Henri Pourrat sur une place à Ambert, disait « On n'est jamais plus mort qu'en bronze ». Et je dirais « On n'est jamais plus mort qu'à la télévision ». Je suis frappé du fait que, alors que ça fait très longtemps qu'on sait que le sort définitif, la mort de Jacques Chirac est proche, que rien n'ait été prêt à ce point, qu'on ait vu partout les mêmes images, les mêmes anecdotes, les mêmes petites choses, et que aucune chaîne de télévision, pas même celle du service public, n'ait préparé quelque chose qui permette de prendre la mesure de ce qu'a été le septennat de Jacques Chirac et qui, en même temps, permette aux téléspectateurs
de revenir un peu en arrière et de voir ce qu'a été la période pendant laquelle, la longue période pendant laquelle Jacques Chirac a joué un rôle de premier plan. Lionel Zinsou. Oui, 2 mots. Alors, d'abord dire que l'émotion est assez mondiale. Aujourd'hui, la France repasse les images, écoute les bons mots, écoute les discours marquants, mais c'est un peu tout le monde, notamment le monde arabe et africain, qui est très frappé. Il se trouve que j'étais il y a quelques heures à New York. En fait, beaucoup de chefs d'État étaient très frappés. Et dans le monde arabe, à l'évidence, de la Palestine à l'amitié avec Cheikh Zayed, le créateur des Émirats, évidemment de l'Irak jusqu'au Maroc, dans toute la communauté musulmane, il est perçu comme probablement le haut responsable européen et le chef d'État français qui aura eu la plus grande empathie et le plus grand respect pour ces pays d'islam, la plus grande attention à ne pas être un fauteur de troubles entre les civilisations. Et ça, c'est quelque chose de très profond que l'Afrique subsaharienne ressent également. Et le musée Branly est un peu un symbole, et peut-être encore plus fort. Dès que le musée Branly a été ouvert, il a voulu en faire un instrument de dialogue entre les cultures, et il a envoyé contre, comme d'habitude, un peu tout l'establishment culturel, les régalias, les témoignages royaux les plus importants du royaume d'Abomey, du Bénin, au Bénin. C'était un moment où la restitution n'était pas un sujet envenimé, on était en 2006, mais ça a été un geste extrêmement fort. La première fois que les collections publiques d'Afrique, issues du musée Branly et du pavillon des sessions du Louvre, qu'il avait imposé contre tout l'état-major du Louvre et grosso modo tout l'establishment culturel, la première fois que les œuvres revenaient en Afrique. Et moi, j'ai été témoin, parce que c'était vraiment sa volonté, de l'espèce d'émotion mystique. Au fond, on nous rend hommage à nous qui sommes porteurs de valeurs cultuelles, spirituelles, non occidentales, exprimées dans des formes d'art que Jacques Chirac avait mise au premier plan dans le musée, au fond, qui aujourd'hui porte son nom, et qui a porté son nom avant sa mort. On a fait exception, je suis au conseil du musée Branly, en donnant son nom au musée du Quai Branly, le musée Jacques Chirac, avant sa mort, alors que la tradition est plutôt que ce soit posthume. Donc c'était vraiment lui, et c'était une mystique incroyable de la population qui allait au-devant de son identité, qu'on lui restitué avec respect. Je dirais la même chose pour les restes de Lucie, qu'il a rendus à l'Éthiopie, rendant la paternité ou la maternité du monde à l'Afrique, ce qui était également un symbole extrêmement fort. Donc, il y a désormais une mondialisation du deuil. Michaela Wiegel. Alors, en Allemagne, il est surtout commémoré comme le premier président français de l'après-réunification. Et il est vrai qu'il a incarné toute l'ambiguïté, en quelque sorte, de la France face à cette nouvelle Allemagne. Il est intéressant de se souvenir que après son élection, il n'est pas, comme c'est devenu l'habitude, allé en Allemagne pour saluer le chancelier Kohl, mais c'est le chancelier Kohl qui est venu à sa rencontre, non pas à l'Élysée, mais à Strasbourg. Mais quand même, le geste montrait que il y avait encore un reste de cette force de tutelle politique qu'exerçait la France à l'époque, et toutes les divergences qu'on a vues après, le chancelier Schröder le rappelle dans un mot très personnel qu'a publié Le Figaro. Sur la politique agricole, par exemple, il a rempli en quelque sorte ce que les Allemands étaient habitués à voir, c'est-à-dire une défense très forte de la politique, de la spécificité de l'agriculture française. Et Schröder, dans son essai, rappelle d'ailleurs
Donc, il méritait bien le surnom de bulldozer à l'époque. Et c'est allé plus loin au sommet de Nice, où vraiment il y a eu une véritable lutte sur la question du futur poids de l'Allemagne et partant de là de tous les autres pays qu'on allait, avec l'élargissement, accueillir en Union européenne. Et donc, Chirac a en quelque sorte été le bâtisseur de cette nouvelle Europe avec toutes ces ambiguïtés. Et je crois c'est vraiment que vers la fin qu'il a été dominé par cette conviction qu'il fallait trouver toujours un terrain d'entente avec l'Allemagne, d'où ce geste qui restera très fort en Allemagne d'inviter le chancelier Schröder au 60e anniversaire du débarquement en Normandie, d'où aussi cette reconnaissance qui restera toujours en Allemagne comme un moment très très fort de la participation de l'État français dans la déportation des Juifs pendant l'occupation allemande. Et je pense, quand j'écoute aujourd'hui les souvenirs qui s'expriment, je pense en Allemagne, ce qui nous frappe, c'est qu'il incarnait à merveille ce que un nouveau langage, on dirait le French way of life, c'est-à-dire un art de vivre à la française, et on constate en même temps, en quelque sorte, au-delà de toute opinion politique, à quel point la France aussi, c'est un peu, comment dire, elle a un peu perdu de ses spécificités. Elle est devenue beaucoup plus à l'égal de l'Allemagne, avec ses mœurs quand même fortement influencées par le protestantisme. Quand on voit les images de ses réceptions à l'Élysée, mais aussi les images de Jacques Chirac mangeant au salon de l'agriculture, on se dit oui, il y a quelque chose qui s'est quand même un petit peu perdu. Les traders qui mangent light ont remplacé les hommes politiques qui mangent la tête de veau sur le veau même, sans attendre. Oui, avec, je crois, me souvenir que ça avait donné un budget de frais de bouche à l'Élysée qui ne passerait plus aujourd'hui. Je crois qu'on était à l'ordre de 14 millions. Et si on entendait ça aujourd'hui, je ne vous dis pas comment on serait épinglé, et sérieusement épinglé. Monsieur Ruchy est très triste de voir toute la célébrité qu'on donne à Chirac. Exactement, alors qu'il a mangé du homard une fois. Voilà, ça donne exactement la norme aujourd'hui. Moi, de Chirac, dont on fait énormément l'éloge aujourd'hui, je rebondirais sur ce qu'a dit Lionel. Je pense qu'effectivement, sa connaissance du monde arabe, parce qu'il avait un vrai intérêt pour des cultures autres, nous a évité sans doute le drame de la guerre d'Irak en 2003. Ça a été pour moi la décision majeure qu'il fallait prendre, à la différence de ce qu'a fait Tony Blair et qui a emboîté évidemment le pas des Américains. Alors il est vrai que de Villepin lui a donné dans son discours tout le panache qui a fait vibrer beaucoup de Français, c'est incontestable, mais je pense que c'est quand même Chirac qui a pris cette décision extrêmement importante. La deuxième chose dont je me souviendrai, c'est qu'il a quand même arrêté les essais nucléaires et qu'il a eu le courage de faire le dernier, et puis ensuite d'arrêter, ce qui n'allait pas de soi. Troisième décision qui est au fond la professionnalisation de l'armée. D'autres l'auraient sans doute fait, mais c'est lui qui l'a fait à ce moment-là, et c'était tout à fait essentiel à en faire. Et puis, rappeler une chose que peut-être tout le monde a oublié, c'est quand même le créateur de la NPE. Et c'est lui qui a effectivement mis en place, quand il était sous-secrétaire d'État, le système, au fond, d'aide au chômage, enfin à soutenir les gens qui étaient chômeurs. Et j'ai réécouté une intervention qu'il faisait à la télévision. On pourrait la reprendre aujourd'hui, on n'en changerait pas un mot.
Il avait aussi autorisé le regroupement familial après avant plutôt, quelques années plus tard, de s'élever contre le regroupement familial. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je suis toujours assez perplexe devant ce personnage avec lequel j'ai un peu travaillé, avec lequel je me suis très mal entendu, et dont je crois qu'il a eu un rôle assez négatif dans l'histoire du pays, ce qui est complètement contredit aujourd'hui par l'essentiel de l'opinion qui accueille avec beaucoup de tristesse et de sympathie pour l'homme sa disparition. Il me semble, je suis pas étonné que Chirac soit apprécié de tous parce qu'il a dit tout et le contraire de tout. À tout moment. Donc, comme en période de deuil, on ne retient que ce qui est positif, tout le monde a un morceau de Jacques Chirac dont il peut se réclamer. Et des choses très bien, d'ailleurs, le discours du Veldiv, par exemple. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Béatrice sur la fin de la conscription, qui est quelque chose, d'ailleurs, qui lui est reproché par beaucoup. Mais moi, je trouve que c'était quand même intéressant de dire que la défense nationale ne passait plus par la mobilisation de 2 millions de personnes sur les frontières orientales du pays. C'était quand même quelque chose qu'on gagnait à admettre et que, d'ailleurs, les Allemands ont eu du mal à admettre au départ. Et c'était pourtant une chose. Donc il y a eu des choses positives, mais je retiens 2 choses essentiellement négatives. La première, c'est que je crois. Moi, j'ai toujours décrit l'année 95, j'étais pour Balladur, mais c'était pas la question, comme l'annus horribilis de la vie française, la vie politique française, parce que c'est le moment où nous avons disjoncté dans le volontarisme. Le volontarisme, c'est la négation de la volonté. C'est le refus de voir le réel. C'est l'idée qu'on peut opposer à la réalité la simple force du désir. Et la France s'est ruée dans cette affaire. Ça a entraîné tout un ensemble de déconvenues. On voyait bien, je trouve un peu sévère, Philippe, sur les émissions de télévision. Le document de France 2, jeudi soir, était quand même assez serré, assez éclairant, notamment sur les déconvenues qui ont suivi 95. Donc je pense que c'est à ce moment-là que la France a vraiment décidé de vivre une vie à part, une vie d'immobilisme, de songe, de complaisance à l'égard d'elle-même. Et de ce point de vue-là, il en a été un instrument assez parfait, parce qu'il correspondait parfaitement au pays. En fait, il représentait le pays, mais surtout dans ses défauts, dans cette espèce de légèreté, d'absence de rigueur, de continuité, tout cela, ça a beaucoup plu. Donc, il y a ça qui me paraît essentiel. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment commencé à disjoncter avec l'histoire, avec l'avenir. Et deuxièmement, et ça c'est une chose à la fois positive et négative, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Lionel sur le fait que c'est un homme du monde. Au sens plein du terme. C'est un homme de la planète, c'est un homme de l'univers, et c'est sans doute, ça c'est une grande force, l'un des, peut-être l'homme politique français, même si Mitterrand a fait beaucoup de mousse là-dessus, la réalité, c'est Chirac qui a le mieux compris, effectivement, des civilisations assez profondément différentes de la nôtre, comme le monde africain, comme le monde musulman. Il a compris ça, le monde chinois, bien sûr, le monde japonais, il l'a vécu personnellement, intensément, et le fait de l'avoir vécu ainsi a été fortement ressenti par les populations concernées. Ça, je crois que c'est quelque chose, et le musée Jacques Chirac incarne ça. Je suis entièrement d'accord avec cet aspect que signale Lionel, mais la contrepartie, c'est qu'il n'a rien compris à l'Europe. Parce que là, il a vraiment complètement pataugé d'un bout à l'autre. Il a attaqué Simone Veil sur l'appel de Cochin. Il a ensuite mis Simone Veil en tête de liste aux élections européennes de 84. Il a pas fait grand-chose. Il a pas signé. C'est pas lui qui a négocié l'acte unique européen, mais ensuite il l'a fait ratifier. En même temps, il a donné une interprétation caricaturale et extrêmement doloriste. Ça va être terrible, le grand marché, on va tous souffrir.
qui a fait peur à tout le monde. Maastricht, il a eu une position d'une extrême ambiguïté. Il a soutenu Maastricht. Ensuite, il s'est opposé à la rigueur et il a essayé de faire une union monétaire qui n'était pas accompagnée d'une union économique. Donc, tout ça était contradictoire. Il a ouvert les négociations avec la Turquie. Et là, en plein enthousiasme, parce que c'était pour lui l'empire des steppes, c'était tout un ensemble de choses extrêmement positives. C'était pas simplement une décision politique. Et en même temps, il n'a pas du tout réfléchi le moins du monde à ce que ça signifiait en termes de réorganisation totale du projet européen. Donc tout ça, et sur le plan institutionnel, il a erré complètement. Il n'a jamais compris ce que c'était que les institutions européennes. Il a trouvé que le problème, que l'Europe, c'était pas idiot d'ailleurs, ça se réglait dans une Winsturm entre le chancelier fédéral et lui, et puis voilà. Donc voilà, dans une Winsturm, image positive du monde et image négative de l'Europe, ce qui est très bien perçu, j'attire votre attention, dans le livre de mémoire de Bernard Billot, qui était son directeur de cabinet, qui montre notamment Chirac à Rome, et exprimant une sorte d'horreur devant cette sophistication décadente qu'est la civilisation européenne, incarnée à perfection par Rome. Et là, non, lui, c'était un steak sous la selle du cheval. Et Attila, ma femme l'avait interviewé un jour, lui avait demandé quel était, je finirai par cette anecdote, lui avait demandé quel était son homme politique préféré. Il avait répondu sans hésiter Jean Giscard. Alors, Angéline était allée voir après Denis Baudouin, qui lui avait ménagé l'entretien. Elle lui a dit, vous savez, il estime que son homme politique préféré, c'est Jean Giscard. Et Denis Baudouin m'a dit, c'est impossible, donnez-moi 10 minutes, ce sera Richelieu. Et ça a été Richelieu. Oui, sans doute devrais-je revenir un peu sur ce que j'ai dit sur la télévision, ça n'a pas une très grande importance, mais ce qui était fait à Antenne 2 était une bonne récapitulation, mais pas une mise en perspective. Et il me semble qu'on a eu... Oui, pardon. Non, c'est France 2. C'est France 2. Oui. Très bien. J'ai dit Antenne 2. On est des vieux fourneaux. C'est absolument. Et je pense... précisément, Jean-Louis vient de citer le livre de Bernard Billot qui a paru aux éditions de Fallois, qu'on ne saurait trop recommander. Le temps qu'on avait pour préparer une nécrologie de Jacques Chirac aurait dû s'appuyer sur un certain nombre d'analyses de cette qualité et sur les questions, je dirais même sur les mystères que soulèvent des livres comme celui de Bernard Billot. Mais peut-être voulez-vous entrer en écho ou en contradiction avec ce que dit Jean-Louis, Lionel ? Pas surtout, j'imagine. Non, je crois que sur le respect donné aux civilisations non occidentales, il y a là quelque chose d'exceptionnel et de ressenti, comme l'a très bien dit Jean-Louis, par les populations. Sur l'Europe, je trouve Jean-Louis sévère parce que moi, j'ai plutôt eu les confidences de Gerhard Schröder sur l'amitié qui avait fini par se développer. Gerhard Schröder était embarrassé parce que, étant SPD, mais perçu par les socialistes français comme à la droite de Jacques Chirac, au fond, le seul homme de gauche avec lequel qui acceptait de lui parler en France, c'était Gerhard Schröder. Donc, il en était résulté une amitié. C'était Jacques Chirac. Pardon, c'était Jacques Chirac. Et donc, il était resté avec Gerhard Schröder, je crois, une amitié assez forte. Et puis, une chose qui était très étrange aussi, c'était le poids qu'il donnait déjà à la Russie. Et parfois, on se demande s'il n'y a pas des inspirations chez Emmanuel Macron qui viennent directement de Jacques Chirac. Et il y avait cette amitié à trois, Gerhard Schröder, Jacques Chirac et Vladimir Poutine, qui était assez étrange. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Jacques Chirac a quitté les affaires, un de ses tout premiers visiteurs à venir rue de Lille dans le bureau que la République avait mis à sa disposition, c'était Vladimir Poutine qui voulait, au fond, rendre très publique cette amitié. Il y avait donc là toute une réflexion sur comment on construit une Europe avec des éléments de vision sur comment on va avoir avec la Russie des rapports, des interfaces complexes, mais où le rôle des hommes et des amitiés entre les leaders est essentiel. Donc, je pense qu'il avait des conceptions européennes qui ne s'enfermaient pas dans les procédures de l'Union européenne, probablement, qui cherchaient à dominer. Mais j'ai trouvé cette relation avec Gerhard Schröder assez exceptionnelle.
Michaela Wiegel. Oui, alors justement, je pense que ça reflète toute l'ambiguïté de la relation franco-allemande parce que nous, en Allemagne, on a quand même l'impression que justement, Gerhard Schröder, il restera comme celui qui a introduit comme seul argument, et le débat public en Allemagne en souffre encore, les Français ne veulent que notre argent et tout ce qui s'en est suivi, cette obsession avec la Schwarze Null, le fait qu'on ne doit pas avoir des déficits, toute cette idée que l'Europe, c'était en quelque sorte juste un énorme appareil pour distribuer l'argent allemand, ça date de la période de Gerhard Schröder. Et cette amitié très forte avec la Russie, il faut se souvenir que Schröder, juste dans l'espace le plus privé, c'est-à-dire l'adoption de ses enfants, était organisée par Vladimir Poutine. Tout ça, ça laisse quand même un goût un peu amer parce que au lendemain qu'il a quitté le pouvoir, Gerhard Schröder, il est entré dans le directoire de Gazprom. Et donc, effectivement, il y a eu cet aspect-là de son amitié avec Jacques Chirac, mais qui montre, à mon avis, plutôt à quel point Jacques Chirac ne savait pas comment envisager le rôle de la France dans une Europe où l'Allemagne était, par la force de l'histoire, par la réunification, plus ce nain politique qu'il avait été auparavant. Je pense ça fait aussi que on se souvient de Chirac, d'un homme quand même très enfin, on n'a pas les mêmes réflexes de idéaliser l'homme aujourd'hui en Allemagne qui sont en cours en France. Par exemple, Béatrice a rappelé les tests nucléaires. C'était la première grosse vague de manifestations anti-françaises en Allemagne. Il ne faut jamais l'oublier. C'était très fort. Très bien, en Allemagne à l'époque, la parole à l'époque, c'était on va plutôt que de boire du champagne, on va boire du vin pétillant italien parce que Champagne, c'était plus possible à cause des essais nucléaires. Il y a toute une génération des Verts, et c'est très intéressant parce qu'ils vont probablement arriver bientôt au pouvoir en Allemagne, qui s'est forgé dans cette résistance en quelque sorte. Et donc, ça s'est poursuivi, Jean-Louis l'a rappelé, avec la fin du service militaire pour tout le monde, qui était vécu comme une offense par l'Allemagne de l'époque, qui effectivement a tort, mais en même temps, probablement, ça exprimait aussi la volonté de l'Allemagne à l'époque d'être à nouveau pas une puissance militaire, mais au moins de renouer avec une sorte d'identité militaire qu'elle n'avait pas pu avoir auparavant, avant la réunification, avant de retrouver sa pleine souveraineté. Et je pense les suites se font ressentir encore aujourd'hui parce que comme on a été en quelque sorte à contre-courant, en contre-cycle, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à accepter ce que la France a acquis aussi pendant ces années, d'avoir une armée professionnelle qui part à l'étranger, tout ce pan de l'histoire nous manque et aujourd'hui, on voit bien, il y a un grand scepticisme face aux interventions étrangères. Béatrice Gibelin. Oui, je voulais simplement rappeler que dans les années 2000, au début des années 2000, le rapport avec l'Allemagne du point de vue de la France est aussi facilité parce que la situation économique de l'Allemagne à ce moment-là n'est pas bonne. On parle même de l'Allemagne comme l'homme malade de l'Europe. Il faut se souvenir, on est toujours dans l'idée que l'Allemagne
l'Allemagne, ça fonctionne très bien et qu'elle est là sur, au fond, son tas d'or grâce à des exportations importantes. Or, au moment, c'est pour ça aussi que Schröder fera ces réformes qui vont être si difficiles à faire passer et qui fera qu'on aura effectivement la CDU qui va lui succéder. Mais l'Allemagne est à ce moment-là dans une situation économique qui n'est pas du tout florissante. Donc ça permet à la France, malgré la réunification, de toujours se sentir quand même, au fond, au moins à égalité, si ce n'est un peu leader. Et au fond, ça convient assez bien à Chirac de discuter avec Schröder dans cette situation-là. Je pense que c'est important qu'on se remette en mémoire les contextes économiques dans lesquels les choses se sont passées. Quant à l'armée, je crois que c'est encore plus important. C'est pas seulement que l'Allemagne voulait garder, avec sa conscription, reprendre un rôle, je veux dire, d'armée lié à la puissance d'un grand pays. Je pense que c'est pas ça du tout. C'est que l'Allemagne n'était pas du tout, et elle ne l'est pas encore vraiment, prête à des opérations extérieures, à jouer un rôle de puissance militaire en accord avec ce qui est, au fond, sa réelle puissance économique. Elle peut jouer de cette puissance économique pour peser, effectivement, sur des situations politiques. Je vous propose que nous quittions ce sujet et que nous souhaitions à Jacques Chirac que la terre lui soit légère et que nous nous intéressions maintenant à la nouvelle donne italienne. Son parti, la Ligue du Nord, ayant nettement distancé aux élections européennes son allié au gouvernement, le mouvement 5 étoiles, Matteo Salvini, en rompant l'accord de gouvernement, pouvait attendre beaucoup d'une dissolution de la Chambre des députés et de nouvelles élections pour lesquelles les sondages lui promettaient une large victoire. Un accord de son ancien allié avec une formation de centre-gauche, le Parti démocrate, accord soutenu par le président de la République italienne, Sergio Mattarella, a fait échouer la manœuvre du leader de la Ligue et Giuseppe Conte, proche du mouvement 5 étoiles, demeure président du Conseil, à la tête d'un gouvernement largement remanié. La cote de popularité de Matteo Salvini a chuté de 15 points en un mois, bien que son parti reste le favori des sondages. L'alliance avec le Parti démocrate marque un spectaculaire revirement pour le mouvement 5 étoiles, dont le cœur du discours était le rejet du système en général et du Parti démocrate en particulier. L'initiateur de l'alliance Parti démocrate Mouvement 5 étoiles, l'ancien Premier ministre Matteo Renzi, a annoncé le 16 septembre qu'il quittait le Parti démocrate avec une trentaine de parlementaires, tout en maintenant son soutien au gouvernement. Les relations franco-italiennes s'étaient fortement détériorées sous le premier gouvernement Conte, Emmanuel Macron dénonçant il y a peu en Salvini le symbole, je cite, de la lèpre qui monte en Europe, tandis que Luigi Di Maio affichait ouvertement son soutien au mouvement des Gilets jaunes. Lors du déplacement du président français à Rome, le 18 septembre, Emmanuel Macron et Giuseppe Conte ont au contraire affiché leur convergence sur le conflit libyen et l'immigration, très loin des discours anti-migrants de Matteo Salvini. En attendant une éventuelle réforme des accords de Dublin, qui prévoit le traitement de la demande d'asile par le pays d'entrée des immigrants, réforme soutenue par la France et l'Italie, Rome a rouvert ses ports aux navires de sauvetage en mer et dimanche dernier, l'Italie a autorisé le débarquement du navire humanitaire Ocean Viking en Sicile. Avec l'Union européenne, le changement de rhétorique du gouvernement italien devrait favoriser un apaisement des relations. Le prochain sujet délicat, c'est que le président du Conseil italien va devoir présenter à Bruxelles le 15 octobre prochain son projet de budget pour l'année 2020, projet qui risque fort de ne pas être plus équilibré que le précédent. Sur cette question, Michaela Wieg. Oui, on peut dire, avec le recul de quelques jours maintenant, que Emmanuel Macron est vraiment le président de la baraka, c'est-à-dire des surprises incroyables. Pour la rentrée, quand il organisait le G7 à Biarritz, Giuseppe Conte est venu comme celui qui disait au revoir au pouvoir. Il a même amené son dernier fils. C'était vraiment un voyage souvenir. On avait l'impression que personne ne prenait au sérieux son poids politique. Et patatras, quelques jours après, c'est devenu le nouvel espoir de l'Italie. Un Premier ministre, non pas par la grâce des élections, mais par la grâce d'un coup de poker perdu de Matteo Salvini.
Et on peut dire, Emmanuel Macron avait bien préparé le terrain pour ce retournement de situation, puisqu'il avait montré tout son pouvoir de séduction vis-à-vis de Conté avant même de connaître la suite des événements, ce qui l'a permis quand même d'avoir une nomination à la Commission européenne assez surprenante et encore inenvisageable fin août, c'est-à-dire d'avoir l'ancien Premier ministre Gentiloni comme commissaire qui s'occupera des affaires, et ça aussi, fait remarquable, économique. C'est pour moi un coup stratégique incroyablement malin de dire nous mettons un Italien pour gérer les problèmes qui sont encore énormes avec le respect des critères budgétaires. Nous y mettons un Italien parce que justement, rien ne vaut mieux que quelqu'un qui ne puisse pas être soupçonné de jouer comme un méchant allemand contre la pauvre Italie. Je pense que c'est un coup majeur concocté par Emmanuel Macron avec l'aide de Ursula von der Leyen. Alors, sur le plan politique intérieur en Italie, je crois qu'il ne faut pas se réjouir trop tôt. Encore une fois, ce gouvernement n'est pas issu des urnes, mais par un coup politique perdu de Matteo Salvini, qui pensait pouvoir obtenir tout seul le poste de Premier ministre. On a une situation très volatile et très fragile qui peut à tout moment changer. Et un des acteurs qu'il faut avoir sous étroite observation, c'est l'autre Matteo, c'est Matteo Renzi, l'ancien Premier ministre qui, à un moment que beaucoup ont jugé pas opportun, a décidé de quitter le Parti démocrate et qui a pris avec lui une trentaine de députés et dont l'objectif, clairement, est de faire quelque chose comme Emmanuel Macron. Je crois qu'on peut dire que son grand idéal est désormais Emmanuel Macron et qui essaye de forger une force en quelque sorte du centre qui prendra des voix aussi bien à droite qu'à gauche. Est-ce que ce nouveau parti peut réussir? C'est vraiment ce qu'il va falloir observer pendant les prochains mois à venir. Ce qui est sûr, que le nouveau gouvernement italien a déjà débloqué un des dossiers les plus épineux en Europe, c'est-à-dire la question de l'immigration. On a vu une instrumentalisation sans vergogne de Salvini de la situation géographique en fait de l'Italie, avec ce blocage des ports aux bateaux des NGO qui avaient fait des sauvetages d'immigrés en mer. Et on voit que le fait que le gouvernement italien travaille à nouveau de façon constructive avec les autres Européens a déjà amené à un demi-succès, en quelque sorte, au sommet de La Valette, où on s'est mis d'accord entre la France, l'Allemagne, l'Espagne et Malte sur le fait qu'on voulait créer un mécanisme pour les sauvetages en mer qui contredisait la logique des accords de Dublin, c'est-à-dire que c'est toujours le pays où les bateaux accostent qui doit s'occuper des migrants. La solution n'est pas encore totalement trouvée, ce serait vraiment erroné de crier hurrah, mais je pense ce qu'on voit, c'est qu'il y a une bonne volonté de la part des autres Européens de montrer qu'une Italie coopérative, on peut trouver des solutions. Donc, on a appris quand même de quelques leçons de comment Salvini a pu avoir cette position de force. Jean-Louis Bourlanges. Oui, d'abord, cette formule qui a été trouvée est une formule qui avait été imaginée dès le lendemain des élections.
Cinque Stelle, comment? Des élections italiennes. Cinque Stelle avait proposé d'emblée à Matteo Renzi de faire une alliance plutôt que de faire une alliance avec Salvini. Et c'est Renzi qui s'y était opposé en disant qu'il était quand même extrêmement secoué par un résultat qui était tout à fait décevant pour lui et qu'il voulait se refaire une santé dans l'opposition. En fait, il s'est pas du tout refait une santé dans l'opposition. C'est au contraire Salvini a appliqué la fameuse formule d'Andreotti, le pouvoir use ceux qui ne l'exercent pas. Et donc, les démocrates du Parti démocrate de Renzi étaient de plus en plus laminés et Salvini de plus en plus prospère. Salvini a fait ce pas de clair, je crois qu'il n'est pas du tout mort, mais il a fait vraiment il a raté son double axel, si je puis dire, et là, ils s'en sont tout de suite emparés, très habilement. Di Maio a été meilleur que ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Conte, qui était un personnage, il y avait quand même des personnages, ce personnage assez subtil, qui était très effacé, qui a joué l'effacement, mais enfin c'est le pays de Lorenzaccio, hein. On fait semblant d'eux, enfin c'est bon, et puis on sort, appuyé sur le président de la République, le président Mattarella, qui est vraiment un très très habile politique et qui sait très bien ce qu'il fait. Il est parvenu à éviter le pire depuis la constitution du gouvernement de droite. Il a vraiment cantonné la sécession italienne par rapport à l'Europe dans des limites acceptables et a sauté sur l'occasion d'un retour en Europe. Donc je crois que tout ça montre qu'on a une classe politique qui est à la fois complètement effondrée, déchirée, ravagée par un machiavélisme de parti, et en même temps extraordinairement habile, intelligente, imaginative. Et là, c'est une production quand même tout à fait remarquable. La deuxième remarque, c'est que on voit bien que l'Europe, c'est toujours le culbuto. C'est-à-dire que les gens s'éloignent de la rigueur européenne, de l'engagement européen, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur les déficits, et puis le culbuto bouge et on revient toujours. Ça a été le cas pour M. Tsipras, ça a été le cas pour la gauche espagnole à un moment, ça a été le cas pour vraiment l'ensemble, les forces, Madame Le Pen, qui a dû, toutes les forces d'extrême droite ou populistes qui ont dû accepter la logique de l'euro. Il y a une espèce je dirais, c'est pas très très flatteur pour l'Europe, mais l'Europe apparaît comme un grand égout collecteur. Tout le monde s'y ramène, revient et continue à couler. Le flot continue à couler de cette façon-là. Et là, véritablement, c'est quand même quelque chose qui a été démontré dans cette affaire. C'était extrêmement difficile et risqué pour l'Italie de s'affranchir en termes de santé économique, de fragilité de ses banques, de taux d'intérêt, etc., de s'affranchir du mainstream européen. La troisième chose sur la France et l'Italie, je crois qu'on voit là toujours l'extrême ambivalence des relations entre les deux pays, qui est une ambivalence historique. Cavour, qui doit beaucoup à Napoléon III pour l'unité italienne, détestait, était profondément jaloux de la France. Il disait, moi je préfère encore la domination des Habsbourg à l'arrogance française. Il n'a pas dit ça toujours, mais il a dit ça à un moment, il était vraiment agacé. Crispi, sur les affaires tunisiennes et libyennes, etc., était très très anti-français. Évidemment Mussolini, évidemment également Berlusconi. Vous avez toujours une théorie, et Renzi bien sûr, une théorie de les Français, nous ne sommes pas un partenaire de deuxième catégorie, nous voulons être au premier rang des hommes politiques et des pays politiques, et c'est la France qui occupe la place qui serait la nôtre. Et parallèlement, un philo galisme, si je puis dire, qui est celui de la gauche, qui a été notamment extraordinairement renforcé par la lutte contre le fascisme, parce que toute l'intelligentsia italienne était antifasciste, était francophile, et donc ça a donné tous ces merveilleux écrivains des années 50, Pavese et les autres, etc., qui étaient tous de culture française. Et là, on retrouve cela. C'est que grâce à l'habileté du président, à un moment,
à un moment, on retrouve une relation forte avec la France. Alors, en conclusion, ce qu'il faut dire, c'est que malgré tout, les démons italiens sont toujours là. Ce que fait Matteo Renzi en brisant son parti pour des querelles internes, on sait les querelles qu'il y a eu avec l'État, avec d'autres, etc., c'est ni très clair, ni très brillant. On ne sait pas du tout, je ne sais pas si ça s'appelle du macronisme, je crois quand même que ce n'est pas tout à fait ça, c'est moins bien, et on ne sait pas du tout si c'est fait pour soutenir le gouvernement comme ça prétend l'être, ou pour l'affaiblir comme ça pourrait l'être. Béatrice Gibelin. Ce qui est sûr, c'est que tant que les sondages ne donneront pas à Matteo Renzi la possibilité d'emporter des élections, il soutiendra ce gouvernement. Il part avec 20 députés et 8 sénateurs. Ça ne fait pas non plus des troupes extrêmement importantes pour pouvoir se lancer dans une opération qui pèse. Oui, c'est le bon scénario, ça. Voilà. Donc, à mon sens, il prend un peu date. Il dit qu'il lance un mouvement. Ça fait un peu de bruit, assurément. Il dit qu'il va continuer à soutenir le gouvernement. De toute façon, c'est son intérêt. Pour le moment, il ne faut absolument pas que ce gouvernement capote trop vite. S'il capote, c'est Salvini qui reprend la main très rapidement. Or, il y a suffisamment maintenant de personnel politique en Italie pour ne pas vouloir que Salvini reprenne la main. Salvini a fait péché d'orgueil, sans doute grisé par ses selfies en maillot de bain sur les plages. Il a pensé que c'était gagné, que ça y était, toutes ces jolies femmes qui tournaient autour de lui. Enfin, c'était plus le chapelet. Oui, plus un chapelet, même que le pape lui a demandé de le ranger, oui. Ce qui est quand même intéressant. Tout ça a été d'une vulgarité extrême. Or, il y a aussi beaucoup d'Italiens qui n'apprécient pas cette vulgarité-là. L'Italie est aussi un grand peuple extrêmement cultivé et ils ont été profondément choqués par vraiment cet étalage de chair nue sur les plages. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Et si Salvini avait résisté au fond à une rupture avec le mouvement 5 étoiles, parce qu'il les a humiliés. Il a humilié Di Maio comme on pouvait difficilement faire plus. Il faut faire attention sur l'humiliation. Il avait humilié Conté, il avait humilié Di Maio, et un animal blessé, ça peut se montrer extrêmement méchant. Et je trouve que le discours de Conté, quand on voit l'image où on voit Salvini un peu la tête basse, juste à côté de lui, quand il lui dit « ça ne se fait pas sur les plages, ça se décide au Parlement », au moment où on découvre au fond que Conté peut être un homme d'État, alors qu'au fond, tout le monde le présentait comme un falot, prof de droit fort ennuyeux. Et je trouve qu'il se montre, en fait, avec un sens politique extrêmement important. Alors moi, j'ai plutôt tendance à faire le pari que bien que il se soit traité, que le mouvement 5 étoiles ait traité le Parti démocrate de corrompu, d'assassin, des choses affreuses, parce que c'était quand même ça. Ça n'engage à rien, c'est jamais que des belles paroles. Ça s'est réduit au Turin. Et là, si vous voulez, on a, je crois, vraiment une opportunité essentielle pour l'Europe d'abord. Et je pense que les Européens en sont conscients. Et le fait que Macron aille, c'est la première visite, il n'y a pas 15 jours qu'ils sont installés, et c'est lui qui y va. C'est un acte extrêmement important, c'est-à-dire qu'il n'attend pas que Conté vienne, il y va, et on aborde les problèmes majeurs, comme vous l'avez rappelé, Michaela, c'est-à-dire l'immigration. C'est vraiment le meilleur signe pour que Salvini, qui a perdu 15 points dans les sondages, puisse continuer à en perdre. Parce qu'il espérait aussi avec les élections européennes, où il a eu effectivement un succès réel, on ne peut pas dire le contraire. Mais pour en faire quoi au Parlement européen ? Eh bien, ils ne peuvent rien en faire. Parce qu'au fond, ils n'ont pas réussi à associer un certain nombre de nationalistes pour peser réellement. Et moi, je serais plutôt, je crois, optimiste, et puis j'adore tellement l'Italie. Lionel Zinsou. Je crois que le rôle du président Macron, il a vraiment été
visionnaire, mais c'est du prophétisme de quelques jours, parce qu'il reçoit à Biarritz à partir du 23 août. Et le 23 août, on est déjà en train de nouer la situation. Donc quand il reçoit Giuseppe Conte, c'est tout de même en sachant qu'il a d'assez bonnes chances de réussir et que de le traiter très bien va peut-être être un atout de plus pour la réussite finale de la conspiration. Donc il est devenu calculateur. Non, mais c'est assez important parce que manifestement il y a une dimension de reconnaissance de la dignité italienne et c'était également probablement un coup de maître, comme vous l'avez souligné, mais qui est là d'organiser les institutions européennes de façon que l'Italie ne perde pas la face, parce que au fond, avec le président du Conseil qui rejoint la Commission, qui est un très bon choix, qui est un très bon choix. Et alors, ça peut faire penser à M. Moscovici. Vous prenez le pays le plus faible, qui pourrait risquer une enquête pour déficit excessif, puis vous mettez un commissaire qui a quelques raisons d'être sur la trajectoire que doivent suivre les États. Très, très bonne invention, le concept de trajectoire. C'est-à-dire que la situation est très mauvaise, vous êtes en rupture d'à peu près tous les engagements, mais si vous adoptez une trajectoire pluriannuelle, et celui qui en est juge, c'est Pierre Moscovici, quand c'est la France qui est sous les feux de la rampe, et M. Gentiloni, quand c'est l'Italie. Donc ça a aussi été fait par Emmanuel Macron, Angela Merkel. Et donc, je pense qu'il y a eu un concours international pour essayer d'aider à faire apparaître une Italie nouvelle. Et la dimension internationale est assez importante parce qu'il y avait un basculement italien en préparation. Une Italie qui devenait pro-russe et pro-chinoise. Vous avez vu les effets de la visite de Xi Jinping, ses engagements à investir, et vous connaissez le lien des extrêmes droites en général, mais de la Ligue en particulier, avec la Russie. Et donc, il y avait un enjeu politique très important. Et là, on revient à une Italie qui ne sera pas une démocratie libérale, qui n'aura pas des liens privilégiés avec la Russie et la Chine, qui redevient européenne et antifasciste. Enfin, c'est un basculement international très important. Et je pense que les Français et les Allemands ont dû aider un peu en donnant le plus de respect, de dignité possible à Conte. Sur le plan économique, le thème, le budget, on va jamais arriver à le faire. Ça va opposer complètement la Ligue et le mouvement 5 étoiles. C'est insurmontable. Ça devrait vous rappeler, puisqu'on parlait de Jacques Chirac, l'année 97, celle de la dissolution de l'Assemblée. On n'arrivera jamais à faire le budget 98. On ne pourra donc pas rentrer dans le système de l'euro. C'est de la plomberie, l'art budgétaire. Enfin, il ne faut pas dire ça au moment, à la semaine où on présente le budget français. Enfin, la situation de l'Italie, c'est qu'elle a à peu près le même PIB que la France. Parfois, les Français ont tendance à penser que l'Italie est une puissance très, très lointaine dans le classement. Elle a le PIB de la France. Elle est, avec sa croissance à 0,8% en 2018, c'est pas, enfin, courant 2019, c'est pas exceptionnel, mais enfin, c'est plutôt, on va dire, un peu mieux que l'Allemagne, par exemple, pour prendre un exemple au hasard. Elle est en équilibre budgétaire avant service de la dette. Donc, elle est en équilibre primaire. C'est pas le cas de beaucoup de gens. Par exemple, au hasard, ce n'est pas le cas de la France. Et elle est en excédent commercial structurel. Alors, le fait qu'elle ait 130% de dette par rapport au PIB, ça paraîtrait une plaisanterie au Japon, une plaisanterie en Grande-Bretagne, c'est tout à fait secondaire, notamment parce que c'est de la dette en main italienne. Et c'est très peu une dette en main chinoise, japonaise, etc. Donc, il crée beaucoup moins de contraintes. Donc, on n'est pas du tout dans la situation de la Grèce. De temps en temps, les gens pensent que l'Italie vient juste après la Grèce en termes de mauvaise gestion. Ça n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oui, il y a une langueur. Oui, les mesures d'austérité ont été pénibles. Oui, la purge par Mario Monti a été difficile. Enfin, c'est une économie puissante et c'est pas de là que viennent les menaces de récession. Les menaces de récession, elles viennent paradoxalement un peu de l'Allemagne et évidemment énormément du Brexit. Et donc, si on n'avait que le problème de l'Italie, franchement, ça ne ferait pas sauter l'économie de l'Union européenne. Donc, il n'y aura aucun problème particulier de budget et de dérive et de dérapage budgétaire. En cela, donc, M. Matteo Renzi a probablement eu raison d'organiser cet aggiornamento. Je vous remercie et je vous propose que nous entrions dans notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais ouvrir en signalant que lundi, donc demain, à 23h, FR3
FR3 Hauts-de-France, gloire d'ailleurs à elle, mais on peut se demander si le sujet ne méritait pas une diffusion nationale, enfin à moins qu'on considère Georges Bernanos, puisque c'est de lui dont il s'agit, comme un écrivain régional ou régionaliste. FR3 Hauts-de-France diffusera donc un documentaire sur Georges Bernanos réalisé par Yves Bernanos, son petit-fils, et Jean-Pascal Attu, son petit-neveu, le fils de Guy Attu, l'un des bérets verts de la France libre, mais qui, dans l'occurrence, est surtout considéré comme ayant été celui qui a accompagné Georges Bernanos au Brésil et avec qui il a eu une correspondance que Jean-Pascal Attu, son fils, a publiée il y a 2 ans et que j'avais signalé à l'antenne d'une autre radio presque aussi importante que nous-mêmes. Ce documentaire, en dehors de ses qualités de réalisation, j'allais dire ses qualités plastiques, et qui notamment montre le pays natal, la région natale de Georges Bernanos, l'Artois, d'une manière qui m'a beaucoup impressionné, qui m'a donné envie immédiatement de louer la première voiture possible et de me rendre en Artois pour voir ce pays apparemment magnifique, mais surtout tout Bernanos est dans ce documentaire, sans aucune espèce de complaisance, ni de cachotterie, ni de rien. Tout Bernanos est dans ce documentaire qui réussit à être à la fois, évidemment, étant donné le lien de parenté de ses auteurs avec Georges Bernanos, qui réussit à être à la fois profondément affectueux et en même temps, j'allais dire objectif, n'est pas le mot, d'une probité remarquable. Michaela Wiegel. Oui, moi je voulais recommander un très beau livre qui pour l'instant n'est apparu qu'en langue allemande, mais qui mériterait vraiment d'avoir une version française. Le titre, je le traduirai avec Le son de Paris, et c'est un livre sur Paris, capitale musicale du monde au XIXe siècle, qui raconte l'histoire de Paris à travers ses compositeurs, Berlioz, Rossini, Meyerbeer, Wagner, Chopin, Offenbach, Pauline Viardot. Et c'est vraiment magnifique à lire parce que ça montre, c'est en même temps une histoire européenne aussi de la musique. Et je trouve on se souvient pas assez de cette magnifique tradition française aussi. Merci Lionel Zinsou. Je voudrais recommander 2 téléchargements. L'un, le dernier rapport du GIEC. Greta Thunberg était aux Nations Unies et aux États-Unis en début de semaine. Et elle a dit « Ne m'écoutez pas, lisez plutôt le dernier rapport du GIEC que je vous apporte, que beaucoup de modestie, d'humilité. Je pense qu'on devrait aller directement à la lecture des rapports du GIEC. On a pensé que lundi dernier, le sommet sur le climat n'avait pas apporté grand-chose, c'était plutôt un échec. Pourtant, il y a eu un moment très fort où est monté à la tribune des Nations Unies un chef d'entreprise, il se trouve qu'il est français, que c'est Emmanuel Faber, le patron de Danone, et qu'il a parlé au nom d'une nouvelle initiative des grandes multinationales qui ont pris une série d'engagements qui, à eux seuls, compenserait le retrait de l'État fédéral américain du traité de Paris si les multinationales en question passent effectivement à l'acte. Et c'est la première fois qu'on voyait à la tribune des Nations Unies, dans la grande salle, la tribune de marbre vert, un homme d'affaires français s'adresser au monde en disant « Voilà, nous syndiquons l'effort des grandes multinationales » au fond, pour pallier certaines des défaillances des États. Et on va s'apercevoir que ces multinationales ont un pouvoir sur le climat, sur la transition énergétique, qui est plus significatif que celui de plusieurs grandes puissances. Et donc, télécharger le discours d'Emmanuel Faber lundi dernier à l'Assemblée générale des Nations Unies. Béatrice Gibelin. Moi, je voudrais recommander un film, c'est assez éclectique cette fois-ci, c'est Roubaix, une lumière. Le film d'Arnaud Desplechin,
qui est tiré effectivement d'un documentaire qui était passé sur FR3 en 2008, voilà, Hauts-de-France, mais qui était un documentaire sur une situation qui n'était pas de fiction, qui était tout à fait un fait divers réel. Et je trouve que le film de Desplechin, non seulement servi par des acteurs remarquables comme Roche Dizem, Léa Seydoux et Sarah Forestier, qui sont absolument, vraiment, moi je trouve sublimes là-dedans. Et Roubaix est une ville que je connais vraiment très très bien. Et je trouve que la fiction par Desplechin va plus loin que le documentaire, dans la mesure où dans une fiction, il peut y avoir une forme, j'allais dire, d'identification du spectateur avec les acteurs. Et ce qui donne une forme d'empathie de ces deux femmes qui sont à la fois victimes et bourreaux, qui est tout à fait remarquable. Vraiment, courez-y, allez-y. Et oui, je trouve... dépêchez-vous, parce que le film n'a pas rencontré le succès qu'il aurait mérité. Qu'il aurait dû avoir. J'abonde, je soutiens totalement ce que vient de dire Béatrice. C'est la ville de Desplechin, Roubaix. Bien sûr, mais il travaillait plutôt la bourgeoisie, un peu. Voilà. C'est un film qui ne ressemble pas à ces autres films. Pas du tout. Il est d'une justesse remarquable. Et Roche Dizem incarne ce qui est réellement l'autorité, c'est-à-dire ce qui n'a besoin ni d'élever la voix, ni de faire des gestes, il y a quelque chose, il a une densité qui est absolument remarquable. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je vais faire un peu de peine à Béatrice parce que je vais recommander des articles de commentaires. L'autre jour, elle a fait une remarque un peu désobligeante sur commentaires par rapport à laquelle je m'inscris en faux. Bon, et je voudrais dire que dans la livraison... Pour ceux qui n'ont pas l'image, Béatrice nie. Oui, dans la livraison d'automne 2019, je voudrais signaler deux articles. Enfin, tout le numéro est très intéressant, bien sûr, mais je voulais relever en particulier deux articles. D'une part, l'un de ma collègue au Parlement de La République En Marche, Olivia Grégoire, qui est une personne tout à fait remarquable, qui vient d'ailleurs plutôt de l'ancien monde que du nouveau, et qui fait une analyse sur l'articulation entre le mouvement des Gilets jaunes et la gestion politique de l'année, enfin du premier semestre 2019. Et je crois que c'est une réflexion vraiment tout à fait intéressante, que cet effort pour penser cette articulation. Et deuxièmement, puisque nous sommes en plein, à travers le deuil qui entoure la mort de Jacques Chirac, nous sommes en plein dans l'analyse de l'ancien monde, notamment de l'élection de 95. Je voudrais quand même signaler l'article excellent, je crois que Philippe, avec qui j'en ai parlé, partage cet avis, de Jérôme Jaffray, 1988, Rocard, là c'est sur 88, Rocard et Mitterrand, ou l'échec de l'ouverture, qui est une analyse extrêmement documentée, extrêmement précise, extrêmement subtile, d'un moment très très rare dans l'histoire politique de la gauche des 30 dernières années, qui a été le moment d'une certaine complicité dialectique avec un effet Joccari, certainement de complicité entre Michel Rocard et François Mitterrand, qui sont les deux personnalités les plus antagonistes, les plus différentes qu'on puisse imaginer dans l'histoire de la gauche française. Je vous remercie. Nous mettrons aussi dans les brèves le livre de Bernard Billot, ancien directeur du cabinet de Jacques Chirac à la mairie de Paris, qui a vraiment accompagné et je dirais admiré, pour ne pas dire adulé, Jacques Chirac. Il n'a pas eu toute son existence. On n'a pas été récompensé. Il devait être nommé ambassadeur au Vatican. C'était lui qu'il fallait. Il ne l'a pas été. C'est une injustice profonde. Par ailleurs, je remercie donc Nicolas Tourneau, grâce à qui notre site vit, Benoît Carré qui assure la retranscription, le compendium de nos conversations, Olivier Magloire qui a contribué à la préparation de cette émission, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui la produisent, Adrien Beccaria qui l'a enregistré. N'oubliez pas que 30 € par mois ne vous en coûteront que 10 et revenez-nous la semaine prochaine. À bientôt.